Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Dans l'émission dernière, nous avons parlé de ce défilé militaire pour fêter le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Et aujourd'hui, nous voulons parler de cette fête elle-même. Parce que 70 ans, pourquoi la Chine a fait une telle, comment dirais-je, célébration pour cette fête? Il y a des raisons. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de réinviter Ding Yifan, notre économiste et politologue, que vous connaissez très bien, pour nous donner ses explications. Bonjour Ding Yifan. Bonjour. Bonjour. Voilà, 70e anniversaire, en général, c'est pas le 100e, ce n'est pas le 200e. Pourquoi on est tellement content de vouloir fêter cette date? Oh, non, 70e anniversaire, c'est important parce que c'est un dixième. Un des dixièmes. Je me souviens qu'au moment de 50e cinquantenaire, 50e anniversaire, c'était aussi une grande célébration. Et 70e aussi, 60e et 70e aussi. Je pense que c'est un grand événement. Il est temps de faire le bilan du développement de la Chine, etc. Il fait une comparaison avec avec son passé, avec le monde, pour savoir où se situe la Chine dans le monde et comment la Chine a évolué avec ce temps. Il y a un chiffre qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en 1949, l'âge moyen des Chinois, c'était 35 ans. Oui, là aussi. C'était incroyable. C'était il y a 12 ans de moins de l'âge moyen mondial. Oui. Et en fait, oui, mais en 1949, au moment de la fondation de la République populaire de Chine, la Chine était, à bien des écarts, un pays complètement délabré. Et en fait, pour vous citer que quelques chiffres élémentaires, l'économie chinoise représente à peu près, à l'époque, 0,4% de l'économie mondiale. 0,4. C'est complètement négligeable. C'est complètement négligeable. Mais à l'époque, la Chine était déjà un pays dont la population est le plus nombreuse. Dans le monde, oui. À l'époque, nous avons à peu près 450 millions d'habitants, ce qui est déjà le pays le plus peuplé du monde. Mais l'économie occupe seulement une place de 0,4%. Même le taux alphabétisation était très limité. Seulement 10% de la population est alphabétique, c'est-à-dire savent lire. Seulement 10%. 10% de Chinois à l'époque. 99% de la population était illettrée. Et donc nous avons entrepris une massive campagne d'apprentissage. Tout le monde à l'école, les adultes comme les enfants. Les adultes, après le travail, nous avons créé des écoles de nuit pour les adultes, etc. Après 20 ans d'efforts, à la fin des années 60, et la proportion a été complètement inversée. Donc 90% de gens savent lire et écrire. Oui, oui. Et aujourd'hui, c'est un problème. Aujourd'hui, c'est pratiquement 100%. Non, je dirais 98%. Déjà, à la fin des années 60-70, on a atteint 92%, 93% de la population est devenue alphabétique au moins, est devenue lettrée. Donc il y a ça aussi, le développement économique. Donc on est parti de rien, de 0,4% de l'économie mondiale. À l'époque, le PIB chinois mesuré en dollars américains était seulement 12 milliards de dollars. 12 milliards. Après 70 ans de développement, la Chine aujourd'hui représente à peu près entre 13 et 14% de l'économie mondiale. 0,4% de l'économie mondiale à 13 ou 14% de l'économie mondiale.
Et surtout, c'est la deuxième puissance oui, la économique du deuxième monde. puissance du monde. En plus, oui, en termes de PIB. En termes de PIB, l'année dernière, le pays chinois a dépassé 13 000 milliards de dollars. Donc, en comparaison avec le nombre de 1949, l'économie chinoise, La date de la fondation de la c'est République ça, populaire de Chine. l'économie chinoise a été multipliée par plus de 1000 fois. Plus de 1000 fois. Oui. Est-ce qu'on peut trouver un autre pays qui... Non, 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 c'est un miracle économique absolu dans l'histoire humaine. Dans l'histoire humaine, aucun pays dans le monde n'a connu une telle accélération de la croissance économique. C'est une en fait, on doit utiliser le terme explosion économique. Explosion économique. C'est une explosion économique. 70 ans, en 70 ans. En 70 ans, mais c'est un clin d'œil dans l'histoire. Oui, mais c'est un processus de l'industrialisation consistant et sans relâche. Le développement de la Chine, en fait, pendant ses 70e années, c'était un processus de l'industrialisation. La Chine s'est lancée dans l'industrialisation, avec une difficulté dans les 30 premières années. Parce que dans les 30 premières années, il y avait aussi une espèce de blocus. La Chine a réussi, la Chine a réussi à introduire 165 grands projets industriels de l'Union soviétique. C'est grâce à l'Union soviétique. Oui, de 1952 à 1957. Pendant 5 ans, nous avons réalisé ça. Et après ça, bien sûr, il y a une dispute, c'est une rupture des relations entre l'Union soviétique et la Chine. Donc la Chine devait s'appuyer sur sa force pour son développement économique et son développement de l'industrialisation. Donc ça s'est beaucoup ralenti par la suite. Jusqu'au début des années 70. La Chine a introduit, cette fois-ci, de la France. La Chine a importé de la France des équipements de production industrielle importantes à partir de 1972 jusqu'à la fin de la Révolution culturelle. Et après, la Chine a pris une décision. Parce que la France était le premier pays occidental qui a établi la relation diplomatique. Oui, à l'époque, sous De Gaulle et sous Pompidou, il y avait une espèce de relation privilégiée entre la France et la Chine. Donc les dirigeants chinois de l'époque, Mao et Zhou Enlai, ont décidé d'accorder la priorité aux produits français, aux produits industriels français. Donc la Chine a importé par exemple des équipements industriels français à l'époque pour la production de chimiques, de pétrochimiques, etc., etc. Ce sont des usines clés en main. Nous avons importé complètement des usines tout entières clés en main de France, et ce qui a permis à la Chine de résoudre beaucoup de problèmes de pénurie d'alimentation ou de pénurie de produits de fibres synthétiques, etc. Tout Je me rappelle que Georges Pompidou est le premier président d'un pays occidental en visite d'État en Chine. Oui, c'était. Oui, mais depuis l'ouverture et la réforme, le développement de la Chine est devenu exponentiel parce que c'est du jamais vu. La Chine est ouverte à tout le monde. Et les investissements commencent à affluer vers la Chine, et la Chine est devenue deuxième récipient de l'investissement direct dans le monde, et juste derrière les États-Unis, et par moment, donc pendant plusieurs années, en 2014, 2015, 2016, pendant 3 ans, la Chine a été le premier pays récipient de l'investissement direct. Et elle s'est fait dépasser par les États-Unis par la suite, mais probablement l'année dernière, en 2018, la Chine a dépassé aussi les États-Unis, dont on ça dépend. Donc la Chine est devenue le premier ou deuxième pays récipient de l'investissement étranger direct, mais à partir de 2015, la Chine est aussi devenue pratiquement premier pays investisseur à l'étranger. Premier investisseur
à l'étranger. Successivement, depuis ces dernières années, la Chine investit plus qu'elle ne reçoit de l'extérieur. Là aussi, tout cela est un miracle économique. Et aujourd'hui, la Chine, du point de vue industriel, la Chine est le premier. Ah oui, la Chine est devenue première puissance. La Chine est première puissance dans plusieurs domaines. La Chine est la première puissance industrielle parce que l'année dernière, la production industrielle de Chine dépasse la combinaison de la production industrielle américaine, japonaise et allemande. Et pourtant, les États-Unis, le Japon et l'Allemagne sont considérés comme les pays producteurs ou manufacturiers les plus puissants du monde. La production, la valeur de la production industrielle chinoise, l'année dernière, dépasse 4 000 milliards de dollars, ce qui est largement en avance sur la somme de la production industrielle de ces trois pays. Qui sont déjà considérés comme les pays industriels les plus avancés. Et c'est-à-dire, tout à l'heure vous avez fait une comparaison avec le passé et une comparaison avec le présent actuel, avec les puissances industrielles les plus importantes du monde. Alors, c'est-à-dire, après la fondation de la République populaire de Chine, 70 ans après, la Chine est devenue un pays en fait incontournable, un pays, si je ne dis pas... La Chine est devenue un pays incontournable, si on veut le dire, parce que la Chine est devenue la première puissance commerciale en termes de marchandises. La Chine exporte et importe beaucoup de marchandises, numéro 1 du monde. Et dans ce cas-là, tout le monde compte sur le marché chinois pour vendre des produits à la Chine. Tout le monde achète des produits manufacturés de Chine parce que pour réduire le coût de consommation. Et la Chine en est devenue l'usine du monde. La Chine fournit des produits manufacturés à tout le monde, non seulement aux pays en développement, mais aussi aux pays développés. La Chine est le plus grand exportateur des produits manufacturés aux États-Unis, à l'Union européenne, même au Japon, à tout le monde. Mais ce qui me frappe très très fort, c'est que la Chine, après 70 ans de la fondation de la République, a obtenu un tel résultat, un tel miracle, mais apparemment la population chinoise ne se rend pas compte. La plupart des Chinois, quand on fait des enquêtes, ils pensent toujours que les États-Unis, l'Europe, etc., sont des pays modernes, mais apparemment pas la Chine. Non, parce que Ils envoient leurs enfants à l'étranger, ils veulent immigrer aux États-Unis. Oui, c'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Mais si on regarde le nombre d'étudiants en Chine, ça augmente aussi à un rythme accéléré. Accéléré aussi. De plus en plus d'étrangers viennent faire les études en Chine. Il faut dire, là aussi, les Chinois sont devenus plus confiants eux-mêmes. Donc, ils peuvent aller à l'étranger, essayer d'apprendre des tas de choses. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, parce que ça aussi. Et il faut reconnaître que nous sommes... en fait, nous commençons à se développer beaucoup plus tard que les autres pays. Donc, il a fallu que les Chinois apprennent beaucoup de choses auprès des autres pays. Et il ne faut pas oublier que la Chine a acquis ses connaissances, etc., grâce aussi à nos professeurs, qui sont à l'étranger, etc., etc. Là aussi, la Chine est reconnaissante à ces pays et qui nous ont donné des connaissances, qui ont formé des ingénieurs, des scientifiques chinois, etc., qui ont contribué à la réalisation de l'industrialisation chinoise. Et au début de l'industrialisation chinoise, nous avons même invité des ingénieurs européens, français, allemands, à venir travailler comme chef d'usine, comme chef d'entreprise, etc. Pour essayer nous apprendre comment... Oui, non seulement pour améliorer la technologie, le niveau technologique des entreprises chinoises, mais aussi
pour aider les Chinois à parfaire leur méthode de gestion d'entreprise. Tout cela, nous avons recruté des Allemands retraités à la retraite comme chefs d'entreprise, comme chefs d'usine, etc. Mais cela a été très efficace parce que les Chinois sont très bons élèves. Ils ont appris tout cela en un très court laps de temps. Et maintenant, la Chine est devenue un concurrent redoutable parce que la Chine est devenue premier exportateur des équipements industriels, par exemple. À l'époque, au début des années 70, on devait importer des équipements de l'Europe, de la France, de l'Allemagne, etc. Et maintenant, la Chine est le plus grand. La Chine est devenue le plus grand exportateur des équipements. La Chine exporte ses équipements industriels dans le monde, par exemple pour les équipements portuaires, les grues, etc. Une société chinoise a fourni à peu près à 84% des équipements portuaires du monde. C'est grâce à ces prix bas ou c'est grâce à ces technologies sophistiquées? Tous les deux, je pense. Tous les deux. Non. Parce que nous avons commencé à apprendre les technologies des pays occidentaux. Nous avons commencé à ça. Nous avons réussi à absorber, à assimiler ces technologies. On les a transformées. On les a transformées. On a fait sortir des équipements qui sont aujourd'hui bien plus performants que les équipements d'origine. La critique de Donald Trump contre la Chine disant que la Chine copie les technologies, vole les technologies occidentales, ça ne tient pas debout. Alors, puisque nous avons des pages... Si la Chine fait seulement copier les technologies américaines, pourquoi le gouvernement américain aurait-il besoin de faire tellement d'efforts, tellement de tapage pour essayer de détruire une société chinoise, pas oui? Ah oui, avec son technologie de 5e génération. Bon. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un d'avoir volé technologie que vous-même ne possédez même pas. Et vous avez dit tout à l'heure, en fait, il y a, en privé, vous avez dit qu'en Chine, en fait, il y a beaucoup de technologies que le monde extérieur ne connaisse pas. Vous avez visité le plus haut building de Shanghai. Ah oui. Et vous avez même dit, eux, ils ont utilisé une technologie pour avoir l'électricité. Oui, je viens de visiter le centre de Shanghai. Le centre de Shanghai, c'est c'est le deuxième bâtiment le plus élevé du monde, après la tour de Khalifa. Donc c'est le deuxième tour. Mais du point de vue technologique, c'est du point de vue technologique, ce bâtiment est construit avec les technologies les plus modernes du monde. Parce que ce bâtiment a équipé ses verres avec des membranes solaires. Ce qui fait que ça produit de l'électricité. Parce que avec une telle grande tour, il y a beaucoup de vent. Donc ça utilise aussi l'énergie éolienne, la force de vent, etc. Ça utilise la force éolienne, la force solaire, et ces énergies renouvelables représentent 30% de la consommation totale de l'électricité de la tour. Donc c'est beaucoup. Ça c'est jamais vu. En plus, la tour a été disposée de telle sorte qu'elle peut absorber la pluie, beaucoup de pluie. La pluie. L'eau de la pluie est recyclée. Dans la tour pour servir aussi, résoudre 20% de la consommation de l'eau de la tour. Donc tout cela, ce sont des technologies très avancées. Même l'ascenseur de la tour est d'un progrès technologique important. Pour monter jusqu'en haut, plus de 120, 130 étages, il suffit de 17 secondes. 17 secondes pour monter plus de 100 étages. Oui, 130 étages, 128 ou 130 étages. En fait, la tour fait plus de 632 mètres de haut.
632 mètres haut, donc ça fait 128, je crois, 128 ou 129 étages, et on le fait en 17 minutes. 17 secondes, pardon. J'ai toujours tendance à dire minutes, mais en fait c'est 17 secondes. Je me rappelle qu'à 49 quand Shanghai était libéré par l'armée de la libération, le plus grand building était l'hôtel de paix, non? Ou restaurant international, 24 étages. Ah oui, on le voit maintenant de ce bâtiment, centre de Shanghai, on le voit en face. Les bâtiments, c'est comme des jouets. Bon, donc on a raison de fêter le 70e anniversaire de notre pays. Mais nous sommes en difficulté avec les relations avec la première puissance économique du monde, les États-Unis. Une guerre économique a duré plus d'1 an et demi. Alors, est-ce que, tout en fêtant le 70e anniversaire de notre fondation, est-ce que la Chine aura plus de difficultés dans le futur? Je ne pense pas, parce que à cause de sa dimension, à cause de l'échelle de son marché, la Chine peut résister facilement à ce qu'on appelle de choc extérieur. La guerre économique ou la sanction économique, c'est un choc extérieur. En fait, l'économie chinoise est tellement résiliente qu'elle résiste facilement à ce genre de choc extérieur. Ah bon? Oui, et ça ne lui fait rien. Ça ne lui fait rien. Il suffit de regarder la tendance de l'investissement. En fait, l'administration Trump a essayé de dissuader les investisseurs de venir en Chine avec cette guerre commerciale. Disons qu'avec la guerre commerciale, oui, les entreprises étrangères seraient forcées de quitter la Chine. Mais depuis 1 an et demi, c'est les États-Unis qui souffrent du déclin de l'investissement direct sur leur sol. Alors, si on regarde la Chine reçoit de plus en plus d'investissements étrangers. C'est-à-dire le monde... Depuis le début de l'ouverture, dans les années 1980, la Chine recevait à peu près quelques millions de dollars d'investissements directs. Et aujourd'hui, la Chine reçoit tous les ans des centaines de milliards de dollars d'investissements étrangers directs en Chine. C'est aussi des milliers de fois. Alors, après expliquer cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, alors, quels seront l'avenir des relations entre l'Europe et la Chine? Est-ce que l'Europe est toujours un ami, un compagnon de route de la croissance de la Chine? Je pense que oui, parce que en fait, la Chine fait beaucoup attention à l'Union européenne, à l'Europe, etc. L'Europe est considérée comme un partenaire, je dirais, compréhensif dans tous les domaines. Et cette année, donc, les dirigeants chinois se sont tous rendus à l'Union européenne, dans les pays européens, etc. Et l'année prochaine aussi, il y a beaucoup de visites prévues des dirigeants chinois en Europe, etc. Et quand on regarde... Apparemment, le président français Macron va venir en Chine avant la fin de l'année. Oui, le chancelier allemand vient de passer et le président français va arriver, donc tout cela. Mais là aussi, les dirigeants chinois, le président chinois, le premier ministre chinois se sont rendus aussi en Europe, dans tous ces pays. Et bientôt, après le voyage du président français, le président chinois va aller à nouveau en Allemagne. Et cette fois-ci, il y aura une rencontre entre non seulement le chancelier allemand et le président chinois, mais aussi une rencontre entre tous les chefs d'État du gouvernement de l'Union européenne avec le président chinois. 27 chefs d'État. Oui. Il y aura Merkel a décidé de faire venir tous les chefs du gouvernement et d'État de l'Union européenne pour une rencontre avec le président chinois.
Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. Cela montre une volonté des deux parts, de Chine, mais aussi de l'Union européenne, de renforcer leur coopération. À un moment difficile de l'histoire mondiale, en fait. Oui. Parce que le gouvernement américain est en train de faire la guerre commerciale, non pas seulement avec la Chine, mais avec tout le monde. Contre tout le monde. Avec tout le monde. Donc, certains disent que c'est une guerre économique mondiale, non? D'une certaine manière, les États-Unis vont s'isoler de plus en plus du marché mondial. Parce que ce sont les États-Unis qui se sont retirés un peu du monde. Et je ne crois pas qu'une économie comme celle des États-Unis puisse vivre. Sans le monde extérieur. Oui, sans le marché international. Ou sans les clients et les fournisseurs d'autres pays. Parce qu'ils ont surestimé la capacité de l'économie américaine de survivre. En fait, l'économie américaine dépend beaucoup des clients et des fournisseurs, en amont et en aval. Donc, alors que la Chine est en train d'embrasser le monde. La Chine a lancé des initiatives de connectivité avec le monde. En fait, les initiatives dites renouvellement des routes de la soie sont pour destination l'Europe. Donc l'Europe est un partenaire très important pour la Chine dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans le domaine commercial, dans le domaine technologique. Il y a beaucoup de projets de coopération, d'exploration commune entre les pays européens et la Chine dans beaucoup de domaines, surtout dans le domaine de développement durable, de la protection de l'environnement, dans le domaine de reboisement des terrains désertiques. La Chine a fait beaucoup de progrès et la Chine a des projets de coopération avec l'Europe dans des pays tiers pour ce genre de développement de technologie. Nous avons des projets de coopération en Afrique, sur le continent africain, pour aider un certain nombre de pays africains à mieux faire face à la désertification. Et d'où cela, ce sont des projets de coopération importants. Bon, la dernière question, il nous reste encore une minute et demie. Nous aimons bien projeter nos regards vers le futur. Il y avait 10 ans, quand le 60e anniversaire de la Chine, quand nous l'avons fêté, c'était une crise mondiale. Oui. Alors, dans 10 ans, quand la Chine fête son 80e anniversaire de la fondation de la République, que sera une Chine? Quelle est la Chine devant nous? Une Chine qui est encore plus prospère, encore plus avancée, ou une Chine en difficulté? Non, la Chine se développe. La Chine est en avance dans plusieurs domaines technologiques. Dans le domaine de 5G, dans le domaine de l'intelligence artificielle, etc. Je pense qu'il y aura de plus en plus d'inventions scientifiques et technologiques de Chine dans les 10 années à venir. Par exemple, il y a 10 ans, en 2009, personne n'aurait pensé que la Chine aurait un développement aussi rapide pendant les 10 ans à venir. En 2010, nous avons dépassé le Japon pour devenir la deuxième économie du monde. Et l'année dernière, en 2018, la Chine est devenue 3 Japons, plus que le triple du Japon. Quand on a dépassé le Japon, 10 ans après, c'est le 3 Japons. Plus de 3 Japons. Donc, plus de 3 Japons. Donc, dans les 10 prochaines années, raisonnablement, je ne sais pas, parce que raisonnablement, la Chine devait être la première économie du monde. Dans 10 ans, quand la Chine fête son 80e anniversaire, probablement la Chine sera la première puissance économique du monde. Bon, merci beaucoup Ding Yifan pour cette projection assez très optimiste, et j'espère bien d'ailleurs. Et merci aussi à nos chers téléspectateurs. Nous allons voir dans 10 ans quelle sera la Chine. Merci et à la prochaine.